Bonsoir. Bonsoir. Continue, Zorine, j'ai une Oui, question à te poser. Bonsoir. Lors déjà? ouais, bah, c'est le temps, non? Oui, c'est tout à fait. D'accord. Là, sur sur la photo, où tu as dit que c'était pris de ton club, est-ce que c'est toi qui Oui, es en bas à gauche de l'écran? oui, tout à fait. Ça, c'était Yes! la question Voilà. capitale de la soirée. Non, mais je prends C'était la le petit question. stalk de la soirée, je m'endors. Le petit instant fanboy, non? Exactement, tu m'enverras ton autographe par la poste. Du coup, pour les questions, on fait comment? Déjà, est-ce qu'il y a des questions? Bah, Ça se trouve, on était tellement bons, il n'y a pas de questions. Moi, j'ai une question, moi. Ah, j'y Ah. crois j'allais dire: «J'y crois pas». Vas-y, je t'écoute. Moi, j'aimerais du coup vous demander, déjà bonjour. Bonjour. Bonsoir, bonjour. pardon, plutôt. Bonsoir. J'aimerais vous demander, du coup, c'est quoi votre. Je me dis que vous pratiquez vous l'avez dit au début, l'escrime différemment. Du coup, vous la pratiquez comment? Vous faites de l'escrime moderne, de la MHE, de l'artistique? Qui fait Alors, quoi? pour Sidus, lui, il fait de l'escrime Vas-y. Moi, moderne. Voilà, bah, vas-y, je te laisse, je suis épéiste. Moi, je fais de l'escrime sportive. J'en ai fait 10 ans et j'ai fait une pause et j'ai repris l'année dernière. Ok. Voilà. Ouais, moi, j'ai fait de l'escrime artistique. Là, ça fait 4 ans que j'en fais et depuis le week-end dernier, je suis maintenant animateur en escrime artistique. D'accord. Mais du coup, quel genre de discipline en escrime artistique? Alors, sur notre club, on fait majoritairement, l'époque grand siècle, donc plutôt Ouais. 18e. Donc on pratique pas mal d'épées de cour et on fait aussi beaucoup de du De rapière, début, j'imagine. donc rapière, ouais. Et on a commencé depuis 1 ou 2 ans à pas mal pratiquer aussi le médiéval. Ok. Ok. Voilà, voilà. Suivant. Bonsoir. Encore. Puis le suivant. Dites-moi, Vas-y. je me pose une question dont je pense avoir la réponse, mais je vais vous Ouais. la poser histoire d'avoir une réponse absolue. Est-ce que, que ce soit sportif ou de spectacle, l'escrime se pratique encore aujourd'hui à cheval? Oui. Et merci très pour cette Voilà. réponse Voilà, concise. salut! Est-ce Alors, pour de vrai, je sais que je ne sais pas comment, je ne sais pas comment ça se pratique. Je sais juste qu'en faisant les recherches, j'ai sur la page Wikipédia sur l'escrime France, tu as une petite ligne pour te dire, il y a de l'escrime équestre, ça existe. Voilà. Voilà, mais je D'accord. pense Et que je l'avoue que je suis me suis pas pas sûr renseigné plus. je pense que ça doit pas être pratiqué en France déjà. Je me suis jamais Euh, renseigné non plus, mais à mon avis, ça doit pas être pratiqué en France et ça va être très, très rare. OK, c'était, Je me dis ça pourrait être fun. mais il me semble que et c'est. avec d'autres animaux ou d'autres, montures peut-être, moins vivantes? Non. Non? Ça À se moto. Tu sais, écoute, j'ai assisté, je divague un peu, hein. J'ai assisté, en réel à un match de foot à moto, donc je t'avoue que l'escrime à Ah, moto me choquerait pas plus que ça. D'accord, non, mais là, pour le coup, pas que je sache. Alors pour le coup, je vais peut-être dire une bêtise, mais pour moi, l'escrime à cheval, elle se fait, ne serait-ce qu'au Puy du Fou, par exemple. Il y a des représentations Alors, à l'heure actuelle, alors c'est peut-être pas une discipline française, effectivement, c'est mais c'est ça l'escrime se fait en artistique. France, en tout cas. C'est de Alors l'escrime je sais pas si c'est ce qu'ils appellent de l'escrime à cheval ou quoi que ce soit, mais pour moi, ça se fait un peu, Alors oui, comme dit, c'est- après, c'est pas de la enfin, c'est de l'escrime à cheval, effectivement, donc ça se fait dans le cadre de représentation, puis du fou notamment, mais j'ai déjà vu aussi dans un club équestre que j'ai, pas loin de chez moi. Ça se fait, mais du coup, c'est du spectacle et ça a pas toujours par exemple, le club équestre qui est à côté de chez moi, ils sont pas affiliés à la Fédération française d'escrime, donc c'est pas, nommé escrime artistique. Après, ça reste du combat à cheval, on est d'accord. Et au début du 20e, Pierre de Coubertin a essayé de le relancer en France, l'escrime équestre. J'ai mis une photo dans Réaction. Et donc, au début du 20e, ça se pratiquait. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça se pratique encore, l'escrime équestre sportive. Pas que je sache. OK, bah, merci de votre réponse. Plaisir. Suivant. Bonsoir, je voulais vous demander, comment vous en êtes arrivé à l'escrime? Parce que c'est un sport, alors c'est un sport qui est
pour le coup assez médiatisé, je crois, par rapport à d'autres, surtout aux JO notamment en France. Pas trop à d'autres moments, je crois, mais voilà. Alors, il y a 2 moments où c'est médiatisé. C'est au moment de la Coupe du Monde où c'est retransmis sur France 2, 4 et au moment des JO. Voilà, mais du coup, c'est pas non plus un sport qui est surmédiatisé. Je veux dire, on n'est pas au niveau du foot. Et du coup, comment vous y êtes arrivé? Est-ce que vous avez une porte d'entrée dans la famille, assisté à une représentation? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui a été votre première approche? Vas-y, Sinus, Tu veux je qu'on mets ta main. je commence je devais avoir 4-5 ans, je regardais les films de KPDP, et puis j'avais dit à ma mère, maman, je veux faire pareil, et puis elle m'a inscrit au club d'escrime de la ville. Et j'en ai fait 10 ans. Voilà. Pour ma part, c'est un peu plus tordu, entre guillemets, dans le sens où, en fait, je suis quelqu'un qui a horreur de la compétition. Enfin, j'ai horreur de la compétition. Non, c'est pas vrai, mais je suis pas très fan de la compétition. Donc du coup, quand j'ai cherché un sport, j'en ai déjà pratiqué plusieurs. J'avais fait du tennis, j'ai fait du tir à arbalète par un temps. Et en arrivant sur Nancy, je me suis dit: «Bon, je vais quand même essayer de me voir pour trouver un sport» et il s'avère que j'avais entendu parler une fois lors d'une colo de vacances de l'escrime artistique et je me suis dit: «Bah, je vais me renseigner» et j'ai vu qu'il y avait un club sur Nancy et j'ai fait: «Bon, bah, je vais aller voir ce que ça donne». Puis, bah, c'était vachement bien donc je suis resté. Non, tu pas en retard Charles, pas du tout. Tranquille, on va commencer. Ce qui est dommage, Charles, c'est que t'as parlé le moment où ça parlait de Russie, quoi. C'est ça. Tu veux Donc que je voilà. reprenne toutes tes questions que tu m'as envoyées à l'écrit, Alexis? Bah, vas-y, si tu veux, si personne n'a de questions, En fait, je me demandais est-ce que Ouais. quelqu'un d'autre a une question? Ouais. Alors, j'ai pas une question, j'ai une remarque juste pour les modos. On a J'ai dit un des conneries. j'ai un camarade, Baccaranova, qui est entré en cours de conv et il n'a pas son micro d'autorisé. Et il aurait Ouais, aimé on poser va une question. l'autoriser, En ouais. fait. Ah. Ouais, faut pas hésiter à le Ah. demander dans réaction en live, on l'autorise au cas par cas en fait. Mais ok, je lui donne la droit de parole. C'est bon. Et on va écouter sa question. Oui, bonjour. C'est plus un complément à propos de l'escrime à cheval. Oui. Il y a certaines associations de reconstitution médiévale principalement qui commencent à faire de l'escrime à cheval. Enfin, je sais pas, j'en avais eu vent. Je connaissais De Gueule et d'Argent. C'est une asso, je crois, de région parisienne. Je sais pas exactement où, mais ils ont quelques membres qui font ça. Voilà. D'accord. Ah, Ça Ok. se fait à l'épée. Je crois qu'ils font un peu de lance aussi, mais c'est pas non plus. C'est du XIIIe siècle, donc c'est pas les joutes en armure complète Ouais. de plate, comme on voit justement au Puy du Fou ou dans certains shows télévisés, quoi. C'est des trucs beaucoup plus réalistes et beaucoup plus modestes, quoi. Ça part pas dans tous les sens. Voilà. C'était Ok. petite. Non, bah, c'est bon à savoir. Bonne soirée. Merci de Ouais, même. merci. Du coup, est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, vas-y, au pire, Silus, lance-en une de celle d'Alex. Alors, est-ce que ça fait mal l'escrime, Zorin? Alors, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Alors, pour l'escrime, on va dire sportif, je te laisse la main. Pour ce qui est de l'escrime artistique, les coups n'étant pas portés, ça passe bien. Dans le sens où le but, bah, justement, c'est pas de se faire mal. Après, bon, je vais pas vous le cacher, quand en sortie de représentation, ça arrive d'avoir mal au bras, d'avoir mal aux jambes, mais c'est plus à la suite de l'effort physique que du fait de s'être pris un coup pour une raison, X ou Y. Ça arrive de prendre des coups, je veux dire, c'est comme dans tous les sports, il y a des risques et ça arrive de se prendre un petit bobo, mais jusqu'à présent, j'ai jamais assisté à quelque chose de grave, donc pour le coup, pour moi, je vois pas l'escrime artistique comme un sport douloureux. Et je te laisse voir pour la sportive. Alors, pour la sportive, bon, déjà, les risques de blessure que tu as dans tous les sports, hein, ça reste un sport. En général, c'est des efforts qui sont très brefs, mais assez explosifs. Donc, tu as tous les types de blessures qui sont en lien avec ce type d'effort que tu peux avoir.
surtout au niveau des mollets et des chevilles. Après, est-ce que les coups font mal? On a les tenues qui protègent bien. La force nécessaire pour toucher, elle est pas non plus extrême. Donc, pour toucher, normalement, si on touche juste avec la bonne force, y a pas besoin, t'as pas mal. Tu le sens tu le sens à peine en général. Mais avec la vitesse, le poids des combattants et l'adrénaline, tu peux avoir des touches qui sont assez douloureuses. Mais en général, à l'épée et au fleuret, ça va pas plus loin qu'un bleu, en général. Au sabre, vu que tu touches avec le tranchant, ça peut être assez douloureux parce que ça peut être, vu que la lame est quand même assez flexible, ça peut être limite un fouet, hein, donc un fouet en métal, donc ça peut être assez douloureux. J'ai déjà vu des personnes enlever leur tenue après un match de sabre et avoir le dos zébré de traits rouges. Donc ça peut être douloureux au sabre, mais ça reste l'exception et c'est quand tu tombes contre des gros bourrins. Et ça reste l'exception là. En général, ça, y a pas de souci et ça fait pas mal. Voilà. Et pour rebondir sur la question de Maxime sur les parties du corps qui peuvent le plus être mises à contribution. Donc évidemment, il y a les bras parce que en escrime artistique, ça dépend parce que en général, il va y avoir que le bras directeur, donc droitier pour les droitiers, gauche pour les gauchers, qui va être mis à contribution. Mais ça arrive aussi d'avoir le combat à deux armes, par exemple avec rapière dague ou avec une épée à deux mains. Dans ce cas, ça va un peu se solliciter tous les bras, là où l'escrime sportive, ce sera quasiment exclusivement qu'un bras. Et une autre partie du corps qui va en très solliciter, c'est les jambes, parce que pour l'escrime sportive, on est toujours en déplacement. Par contre, pour ce qui est de l'escrime artistique, on demande très souvent, il y a les déplacements évidemment aussi, mais on demande d'être bien fléchi sur les appuis pour être le plus stable possible et avoir des déplacements qui sont le plus propres et les plus Ça, équilibrés au mieux. c'est pareil dans les deux, je pense. Ouais, franchement, là, pour le coup, en fait, c'est là que c'est assez intéressant. C'est que, en fait, l'escrime artistique se rapproche quand même sur bien des points. Tout à l'heure, on faisait un petit point avec Sinus, mais ne serait-ce que les parades et les déplacements, on retrouve des choses très similaires dans les deux pratiques. Sur les muscles l'avantage de l'escrime, c'est que tu utilises tous les muscles du corps. À part, il y a le bras non armé que tu utilises moins en escrime sportif, forcément. Mais forcément, les jambes que tu utilises tout le temps, le bras, les doigts, les muscles des doigts sont mis à contribution. Et, euh, et tu as intérêt à être gainé si tu veux pas te prendre des touches dans le ventre qui soient trop douloureuses. Ça se tient aussi. Oui. Donc, Ouais. ouais, non, tu as un peu tous les muscles. Question suivante, je propose. Bonsoir. Ah, un nouveau. Vas-y. Je m'adresse plutôt à Sinus pour l'escrime sportif dans cette question. Vas-y. Alors, peut-être que ma représentation est faussée, mais j'ai l'impression que l'escrime sportif se joue, se pratique plutôt à mi-chemin entre de face et de profil. Ouais. Et donc, lorsque tu rencontres, tu es droitier et tu rencontres un droitier, entre guillemets, ça se Tout va passe bien. bien. Qu'est-ce qui se passe? À quel point ça change de jouer contre un gaucher dans ce sport? Parce que bon, il y a certains sports, typiquement le tennis de table, où c'est très déstabilisant, mais pas aussi pas aussi handicapant, je pense, que dans l'escrime. Et je me demande à quel point c'est Tu handicapant. vois, j'ai parlé tout à l'heure de Gauthier Grumier qui détient le record de médailles d'or, de médailles d'or en championnat du monde, et qui est gaucher. Non, et plus sérieusement, ouais, être gaucher, ça avantage à l'épée surtout, ça avantage
Parce que pour prendre ta contre-attaque, c'est beaucoup plus simple de prendre la contre-attaque quand tu es gaucher sur un droitier que qu'un droitier contre un droitier. Et au final, et vu qu'il est plus rare pour un gaucher d'être contre un gaucher, le plus handicapant pour un gaucher, c'est de tomber contre un autre gaucher. Et oui, non, ça apporte un avantage d'être gaucher à l'escrime. Ouais, finalement, j'allais dire comme dans tout sport, c'est pas tout à fait vrai, mais donc un peu comme au tennis de table où comme ils sont plus rares, ben, eux ont l'habitude de jouer contre des droitiers, mais pas l'inverse, quoi. Ok, C'est ça. merci de ta Et réponse. si tu peux me permettre une petite remarque par rapport à l'escrime artistique, là où ça devient contraignant, parce que autant quand tu fais ton combat avec ton gaucher, bah tu t'es pas gêné parce que tu crées le combat en fonction de lui, sa position de main. Par contre, quand tu commences à vouloir créer un enchaînement pour que tout le monde puisse le reproduire dans la troupe, là ça devient chiant. Parce que du coup, Ah oui. faut adapter les coups pour lui. Ah oui, et autre chose casse-pied quand tu affrontes un gaucher, c'est qu'à la fin d'un combat, tu serres la main de ton adversaire. Sauf que tu serres toujours la main avec la main non armée. Ce qui se retrouve à toi, tu es avec ta main gauche, lui est avec sa main droite, et tu te retrouves à devoir faire un mouvement bizarre du bras pour pouvoir lui serrer la main. Voilà. Comme quoi, il y a des vrais handicaps. Voilà. Ça c'est des handicaps dont on parle pas assez, je pense. Voilà. Une autre question? Sinon, comme dit, t'enchaînes avec les questions d'Alexis si jamais personne. On alterne entre mes questions orales et mes questions écrites. C'est Ça ça. marche. Parfait. Vas-y, balance. N'hésitez pas à poser vos questions et ceux qui veulent intervenir à l'oral, demandez le droit de. Levez la main. Signalez-nous que voilà, levez la main Levez la en main. live et on arrêtez de faire des références au métier de prof, s'il vous plaît, je suis en vacances. Ah, le pauvre. Du coup, question écrite d'Alexis. Pourquoi des tenues blanches? Alors ça, j'en ai aucune idée. S'il y en a qui en ont, je suis preneur. Bon, c'est pour voir si tu saignes. Non. Mais c'est exactement ça. Pour moi, l'hypothèse la plus probable, c'est exactement ça. C'est qu'à l'époque, ça devait être utilisé pour dans les duels, d'avoir une tenue blanche pour pouvoir voir quand tu faisais un combat au premier sang, pour pouvoir voir le premier sang. C'est possible, effectivement. Après, je pense que de nos jours, ils ont juste dû garder la couleur, ils ont pas changé. Et je pense que du coup, voilà. Oui, après, si c'est en effet la raison historique, après, c'est rien qu'un héritage. Hein, Oui, c'est ça. Bah, comme on l'a vu, il y a beaucoup de trucs qui ont Non, été. mais, oui, mais à l'escrime, tout est question de tradition. Ouais. Voilà. Ah, les coutumes. C'est ça. Donc voilà. Bon bah vas-y pour ta question orale du coup, sauf si quelqu'un d'autre sauf si quelqu'un veut laver la main. Ah, je vois que Zorin lève la main. Ouais, t'as vu? Non, c'était pour donner l'exemple. Et bah du coup Alexis, si t'en as une autre, sinon on continue à lire. Pour l'instant, j'ai pas de questions orales. Bah, Si je peux poser une question. Si vous voulez vraiment une question orale, je la fais. vas-y. Bonsoir. C'est le Je rituel. pense que ça va être une question à la con, donc on va peut-être passer, non? Ce Sinus qui lève le poing sur la dernière diapositive. D'accord, ça marche. Quel bâtard. C'est la question passionnante. Et c'est un génie personnel. Faites pas genre. Bah, bien sûr. Bah, vas-y, balance la question suivante. Du coup. Pourquoi une piste si longue mais si étroite? Donc je présume que tu parles en escrime sportive. Là aussi, je sais pas pourquoi. Parce qu'il fallait codifier le truc, je pense, et que si tu fais ça dans une salle, déjà ça prend plus de place et puis c'est le bordel rapidement. T'en as un qui se met à courir dans tous les sens et puis il faut qu'elle soit longue un minimum parce que bon, si ta piste elle fait 3 mètres, bah, vu que ton arme elle fait déjà 1 mètre, que toi t'as déjà 1 mètre d'envergure à peu près, que en face c'est pareil, bon bah.
Alors sinon, est-ce que t'as vu le James Bond meurt un autre jour ou t'as James Bond qui fait un duel d'escrime et ça part en cacahuète parce qu'ils sont plus sur la piste? Bah voilà, parce qu'il faut bien limiter une zone. Ouais, il faut Ouais. limiter une zone, mais je veux dire, on aurait pu envisager une zone plus Non, proche du circulaire. carré, par exemple, ou circulaire, voilà, qui me semble, c'était un peu le fond de ma question, mais je veux dire, là, on est presque sur de la 2D dans votre truc, voire de la 1D, quoi. Enfin, vous vrai. êtes sur une ligne et vous vous déplacez, enfin, il y a un déplacement sur une ligne, quoi, alors qu'a priori, un combat, on s'attend quand même à ce qu'on ait un peu plus d'espace dans pour le coup, dans l'aspect historique. C'est ça. Un Si je peux- combat, oui. Si je peux apporter une petite précision, justement, Ouais. faisant de la MHE, enfin, ayant fait de la MHE pendant 3 ans, Mhm. c'est vrai que, et de l'escrime moderne aussi, mais plus tôt dans ma vie, c'est vrai que la piste, c'est quelque chose qui est propre à l'escrime moderne, puisqu'en AMHE, art martiaux historique européen, Ouais. on combat sur une lisse, non pas sur une piste, qui est soit carrée, soit ronde. Alors c'est vrai qu'en France, j'ai souvent vu des lisses carrées. Et effectivement, on a plus d'espace et la lisse était justement l'espace de combat qui était utilisé dans l'histoire pour les duels judiciaires. Et Ouais. j'avoue que moi non plus, je sais pas trop pourquoi. Mais On a je fait pense que une piste. l'escrime sportive descend plus du duel d'honneur. Et alors, je sais pas si c'est moi qui en ai une représentation faussée du fait des films, mais j'ai l'impression que c'était plus souvent sur des lignes. Oui. Mais Ouais, pour le coup, effectivement. j'ai pas la réponse. Pour revenir encore à l'escrime artistique. Non, mais c'est pour ça que je suis là aussi. C'est vrai qu'on a très souvent tendance, alors notre maître d'armes nous le dit souvent, qu'il faut faire attention justement à ne pas rester tout le temps sur la même ligne. Et il y a beaucoup de coups, enfin notamment de déplacements, qui sont prévenus justement pour sortir de la ligne et justement permettre d'avoir un combat tournant ou qui va se déplacer pas mal. Et c'est vrai que après, ça dépend où est placé le public, parce qu'il faut pas oublier que les streams artistiques, à terme, il y a toujours du public. Parce que, voilà, en général, si le public il est que d'un côté, on va essayer de rester à peu près dans la même ligne que lui pour que le combat soit visuel. Mais ça arrive très souvent d'avoir du public un peu partout, et donc dans ce cas, tu peux te permettre de tourner un peu et d'avoir un combat qui se déroule en 3D. Justement, peut-être, enfin, petite supposition, peut-être que ça s'est adapté au public, qu'il y avait, je sais pas, dans les salles, dans les gymnases, des gradins comment, Mm. sur une seule ligne. Enfin, Et aussi peut-être pour faciliter l'arbitrage. Je pense à oui. ça, mais c'est vrai que l'arbitre, ça évite qu'il ait besoin de se déplacer dans tous les sens aussi. Là, il peut se permettre de rester sur une base fixe et au milieu. Et c'est vrai que, ouais, et pour autant aujourd'hui c'est électrique, donc bon, c'est plus trop le souci. Mais historiquement, c'était l'arbitre qui devait voir la touche. Donc si tu commences à tourner, ça veut dire que l'arbitre doit tourner aussi. Ça complique l'arbitrage. Pour l'arbitrage Et, en AMHE, par exemple, nous on avait 2 arbitres et ils tournaient en permanence sur la liste. Ouais, j'ai déjà vu ça, ouais, effectivement. ouais. Nous déjà en escrime, normalement on en a un et entre 2 et 4 assesseurs. Donc ouais, je sais pas. Et Je ne du sais coup, pas. pour aller un peu plus loin et confirmer un peu mes questions, est-ce que dans l'escrime sportive, donc qui semble se dérouler en ligne, Oui. est-ce qu'il y a une règle qui interdit d'échanger les places, par exemple, des deux participants? Est-ce que vous devez toujours rester l'un à droite? J'ai l'impression que jamais il y a d'échange de places, puisqu'il n'y a pas de rotation, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a une règle qui le stipule, ou est-ce que, a priori, tu as le droit d'échanger ta place avec mon adversaire? Si tu passes dans le dos de ton adversaire, tu as le droit à une touche. Ok, Tu as le droit mais donc, Quand t'es replacé. et après, c'est replacé parce que je pense que c'est pour des questions de sécurité. Tu as le droit à une touche, mais on peut pas te laisser être. C'est une touche, tu passes et il faut que tu mettes ta touche tout de suite. Donc, ce qui fait que tu n'as pas le temps de viser, tu n'as pas le temps d'y aller pour mettre un gros coup. Tu n'as pas le temps de te retourner pour mettre un grand coup bourrin dans le dos de ton adversaire.
Et je pense que c'est pour une question de sécurité qu'on te laisse juste une touche ou dans la foulée où tu as dépassé ton adversaire avant de te replacer. Et c'est en lien avec une autre règle qui fait que alors à l'épée tu as le droit au corps à corps, mais au sabre et au fleuret tu n'as pas le droit au corps à corps. Donc à partir du moment où tu n'as pas le droit au corps à corps et du fait de la taille de la piste, tu peux pas dépasser ton adversaire. Ouais. Et à l'épée, tu as le droit au corps à corps, donc dans le sens où c'est pas pénalisé d'aller au corps à corps. Par contre, on va pas laisser les deux combattants au corps à corps plus de quelques secondes parce que quand tu as une arme d'un mètre dans la main, pour toucher quand tu es au corps à corps, c'est compliqué. Donc on sépare les Arcadie faisait combattants. remarquer, en plus, t'as un câble dans le dos, donc pour passer de l'autre côté. Et tu as un câble dans le dos, donc Parce que bon, le fleuret, du coup, il est électrique, donc il faut quand même bien qu'il soit alimenté. Oui. On fait pas encore l'électricité sans fil, c'est dommage. Si. Non, Je suis en train de penser. Déjà, au sabre, c'est sans fil. Au fleuret, c'est sans fil. Mhm. Et en tout cas, dans les compétitions de haut niveau, hein, tout ce qui est championnat du monde, coupe du monde, etc., c'est sans fil pour le sabre et le fleuret. Je suis en train de me demander si à l'épée, c'est sans fil ou pas. Je ne sais plus. Je ne crois pas qu'à l'épée, ça soit sans fil. Je crois qu'on est encore avec un fil à l'épée. Je sais pas du tout. C'est toi l'expert. Mais je crois qu'on a toujours notre câble dans le dos. Il faut savoir que du coup, pour certains escrimeurs artistiques, ça peut être parfois très perturbant. Parce que je vois un collègue qui fait de l'escrime artistique et qui a fait un petit peu de moderne, de sportif, enfin de l'artistique qui est passé au sportif. Et c'est vrai que des fois, il a eu tendance à faire des trucs qui, en artistique, c'est bien, mais en moderne, ça passe pas. Et notamment, il a déjà fait un truc qui normalement se fait pas, c'est-à-dire désarmer son adversaire. Alors, tu as le droit de désarmer ton adversaire. Mais dans ce cas-là, l'arbitre arrête le combat et laisse l'adversaire te reprendre sa lame. C'est ça. Non, parce que globalement, t'as notamment des coups où t'écartes l'âme de l'adversaire avec la main, ça se fait à l'escrime, après une parade, hein, parce que t'as pas le droit de redoubler. Oui, non, là, t'as pas le droit de toucher la lame. T'as pas le droit de toucher la lame, et lui, il a pareil, il l'a écarté avec la main, et il a écarté le coup. Oui, non, ça, tu n'as pas le droit. Tiens, je vois qu'il commence à y avoir des questions. Ouais, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, notamment concernant la vue. Alors ça, j'en ai aucune idée, parce que personnellement, je ne suis pas myope, et je sais pas, dans ton club, t'as pas eu des gens qui avaient des lunettes, qui pratiquaient avec des lunettes? Après, je vois qu'il y a eu des réponses. Je vois qu'il y a eu des réponses qui ont été apportées. J'ai répondu à la réponse. Ouais. Du coup. Et pour s'il y a eu des champions, alors ils ont pas les lunettes sur la piste, ça j'en ai jamais vu. Après, est-ce qu'ils ont des lentilles? Je pourrais pas le dire. C'est possible. Après, moi, pour ce qui est d'escrime artistique, perso, je suis myope et je porte pas de lentilles parce que j'aime pas ça. Mais du coup, je pratique, pour les représentations, je pratique sans mes lunettes et ça me pose pas problème. Après, effectivement, je vois un peu flou, mais j'arrive à voir la lame du partenaire, j'arrive à voir les distances de sécurité. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas trop gênant. Voilà. À quoi sert ce câble? Razorblade a répondu merci. Donc c'est pour détecter les touches, effectivement. C'est ça. Parce la détection est électrique. On peut pas faire sans fil. Bah si, au sabre et au fleuret, c'est sans fil maintenant. À l'épée, il me semble que c'est toujours. Il me semble qu'il y a toujours un fil. Pour les tenues blanches, il me semble que c'est un héritage de l'ancien escrime sportif pour aider les arbitres à voir les touches. En mettant un peu de crête couleur bleue, généralement, ça leur permet de voir une tache bleue en cas de touche. Effectivement, c'est une explication qui se tient aussi. Question d'après, je pense que c'est pour toi, de toute façon. En entraînement, ça peut arriver qu'on s'accroche un câble qui apporte une résistance, genre un câble élastique pour mieux éprouver les muscles et les appuis. Je crois quand tu fais de la muscu, il y a des exercices qui sont dans ce type-là, un peu avec des élastiques. Mais
ou en renforcement musculaire, mais quand tu fais un duel d'escrime, non, il y a pas ce genre de choses. Ce sera handicapant, quoi. Ouais. Et alors, quand t'as jamais fait d'escrime, le fil, le câble, tu le sens un petit peu, et ça dépend un peu de l'enrouleur aussi, s'il est de bonne qualité ou pas. Mhm. Tu le sens un peu au début, assez rapidement dans le combat, tu le sens plus. Enfin, et moi, je le sens plus du tout. Ouais. Voilà. Hum. Hop, Quelqu'un a d'autres questions? Bonsoir. bonsoir. Je me demandais, au niveau de l'escrime sportive, Ouais. je suppose qu'il y a un classement qui est établi et j'aimerais savoir comment fonctionnent les points, l'évolution, le classement en compétition notamment. Mais Je suppose c'est le. à la fois, je veux dire, au sein d'une compétition, comment est-ce qu'il y a un certain nombre de points attribués à chaque touche qui te permet je sais pas comment ça se déroule, et à la fois pour te classer nationalement, par exemple, est-ce qu'il y a un classement national ou international, comme on peut le voir au tennis ou n'importe où ailleurs. Alors, comment ça s'appelle? En compétition, on est sur un tableau classique. On a d'abord les poules. Alors les poules, contrairement aux autres sports, on n'a pas d'élimination à partir après les poules, et c'est juste pour me permettre de faire le classement pour euh, pour faire le premier tableau. En tout cas, les compétitions que j'ai faites étaient comme ça. Il me semble que c'est comme ça aussi pour les grandes compétitions. Euh, Après, c'est un tableau classique, donc je l'ai dit, c'est des matchs à élimination directe, et c'est 15 touches en 3 fois 3 minutes. Et ce qui est du classement, bah, c'est le classement de Coupe du Monde. Et donc là, bah, c'est suivant tes résultats pendant les JO, pendant les championnats du monde, pendant les championnats de zone Europe, etc. Et pendant les épreuves de Coupe du Monde, tu reçois un certain nombre de points. Et celui qui a le plus de points à la fin de l'année gagne la Coupe du Monde. Ok, merci. Et Zorine, du coup, tu disais que Et c'était flou au niveau de l'artistique, mais Ouais, il y a totalement. une sorte de classement ou pas encore? En fait, ouais, mais après, là, pour le coup, c'est là que c'est très, très compliqué parce que bon, moi, j'ai jamais eu accès déjà au tableau de notation, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Et apparemment, pour ceux qui ont eu accès, ils sont pas sûrs que ça a été respecté à 100 Et tu as une notion de catégorie, déjà, parce que en fait, tu as la notion catégorie dans le sens, tu as par période, en fait. Donc en gros, tu as je vais y arriver, tu la période médiévale, tu la période grand siècle, tu as intemporel, donc où là tu peux c'est le fourre-tout. Clairement, c'est le fourre-tout. Et après, en fait, dans chacune des catégories, tu vas avoir des critères d'évaluation. Après, comment dire? C'est flou dans le sens où, par exemple, bah, là, c'est l'exemple qui a le plus été, cité pour parce que j'ai un de mes collègues qui a fait le championnat de France de l'année dernière et il disait, par exemple, côté médiéval, il y a eu 4 troupes qui étaient en représentation et il y en avait une qui avait une excellente, prestation, théâtrale dans son spectacle, qui a fini 2e. Sauf que c'est vrai que dans la manière dont a été présenté le truc, normalement, ça aurait dû être la technique qui devait primer et niveau technique, ils étaient pas si bons que ça, en fait. Et donc du coup, il y a eu donc il y a pas eu de contestation au niveau de tout ça. Mais c'est vrai que il y a certains, groupes qui étaient un peu dégoûtés de ce point de vue-là. Donc c'est vrai que c'est très, très flou et même quand ils ont demandé à avoir leur grille d'évaluation pour savoir, mais pas pour contester, juste pour avoir, l'info, ils les ont jamais eu. Donc c'est vraiment, pour le coup, c'est très, 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 très flou. Voilà. Pour ça, je pourrais pas vraiment en dire plus. Je vous remercie. J'en prie, plaisir. d'autres questions? Sinon
Sinon, après, on continue. Je crois qu'il y avait encore des questions écrites. Ah oui, oui, oui. Ah bah, Oui, les encore questions 5 minutes. écrites, il y en a pour jusqu'à minuit. Quel Comment se passent les cours, les entraînements? Tu veux commencer, Zorin? Comme tu veux, je peux si tu le souhaites. Pour ce qui est des cours donc, et ben, alors de notre côté, pour le côté artistique, bah, déjà, en général, on fait un échauffement. C'est essentiel, mais je pense que c'est essentiel dans tous les sports, donc bon, je le précise par principe, mais en général, ça devrait être partout pareil. Donc du coup, voilà, il y a tout ce qui est, échauffement et après, en général, on refait souvent une petite session, on revoit les fondamentaux. C'est-à-dire, on voit les coups classiques, enfin les coups assez simples, on voit les déplacements, on revoit les postures de garde et tout ce qui va avec. Et alors là, pour le coup, je parle dans notre club parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, mais après ça dépend aussi des clubs. Ce qu'on fait en général, on voit soit une nouvelle notion, soit une notion qu'on a déjà vue, on la revoit et après on enchaîne, on donne un début d'enchaînement à l'ensemble du groupe. On se met par 2 et chacun travaille ce début d'enchaînement et le finit de la manière qu'il souhaite et après on fait passer un peu tout le monde pour voir, ce que chacun propose. Comme ça permet de donner des idées les uns les autres et après, on va travailler au fur et à mesure, des duels ou des combats qu'on va, au bout d'un moment de plus en plus travailler, écrire, pour finir par, les passer en représentation, sur des spectacles. Et pour le coup, à la différence des spectacles, l'entraînement se fait en tenue de sport classique. Par contre, on a toujours les gants qui sont le la seul élément de protection qu'on a en escrime artistique et l'arme après ça dépend, soit on travaille au bâton, notamment pour les coups un peu plus dangereux et tout, le temps de les avoir et après sinon on va pratiquer avec les armes classiques, sécurisées tout de même. Voilà. Et du coup, à l'escrime sportive, on commence pareil avec un échauffement. Ensuite, en général, on voit les fondamentaux. Donc, en gros, on fait nos gammes, hein, c'est les déplacements. Ensuite, on fait des exercices qui peuvent être variables. Ça peut être toucher un endroit précis de l'adversaire, faire une attaque en particulier, faire plein de choses. Et ensuite, on fait des duels en changeant régulièrement d'adversaire. Et de temps en temps, le maître d'armes peut nous prendre à la leçon. Donc là, on est seul face au maître d'armes et on fait des exercices. Voilà. Oh, des questions, incroyable. Il y a des questions. Oui, à partir de celle Y Clad, il y a a-t-il des coups interdits? comment Tu ça, m'entends? t'entends pas Sirius? Moi, je Comment ça, l'entends. tu m'entends pas? C'est honteux? Moi, je l'entends et je rêve de pas l'entendre, Max. Profite. Viens, on échange. Vas-y. Du coup, des coups interdits. Ça dépend de ton arme. À l'épée, il y a toutes les touches sont autorisées, quel que soit l'endroit. Alors, toutes les touches sont autorisées, quel que soit l'endroit. La seule zone du corps qui n'est pas protégée, c'est l'arrière du crâne. Alors, pour aller toucher là-bas, ça me paraît sacrément compliqué, mais en soi, je n'ai pas connaissance d'une règle qui l'interdise. Euh, est-ce qu'il y a des coups qui sont interdits? À l'épée, je ne crois pas. Par contre, au fleuret et au sabre, il y a des coups interdits. Déjà, les zones où on peut toucher. Au fleuret, donc je l'ai dit, c'est que le tronc. Oui, c'est que le tronc. Et au sabre, c'est que le haut du corps. Tu ne peux pas toucher, tu peux pas mettre de coups de taille au fleuret et à l'épée, tu peux au sabre. Et, euh, et voilà. Pour ce qui est de l'escrime artistique, au niveau des coups interdits, ce
ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la pointe au visage qui est interdit. C'est partout où on le dira, c'est parce que c'est un coup extrêmement dangereux. Autant les coups de tranchant, vu que les armes sont pas tranchantes justement, le coup peut sonner, peut faire un peu mal, mais le coup de pointe au visage par contre, même si les armes sont mouchetées, bah voilà, il suffit que tu tapé un œil ou quoi que ce soit, bon c'est extrêmement dangereux, donc c'est le coup interdit. Après au niveau des autres coups, ça dépend du niveau des pratiquants. En général, effectivement, pour les débutants, on va éviter certains coups qui sont plus dangereux, mais au fur et à mesure de l'expérience, je vais pas dire que tous les coups sont permis, mais voilà, après on a plus de liberté. Tant que c'est en sécurité. Non, gangster, même les coups volontaires à la tête, à l'épée sont totalement autorisés. Même, bon, c'est quelque chose qu'on fait. Les coups aux bijoux de famille, c'est pas interdit. Hein. Après, on n'est pas des. On évite parce que bon, on sait qu'on peut se le prendre aussi, donc on évite. Mais en soi, c'est pas interdit. Non, à l'épée, c'est un coup, c'est une touche qu'on fait très régulièrement à l'épée, la touche à la tête. Hein. Surtout un adversaire qui essaie de te toucher le pied, il se penche en avant, la riposte dans la tête, elle est directe. Hein. C'est vrai. Alors, ouais. Bah du coup, en France, c'est 58 000 licenciés en 2013. Donc voilà. Par contre, c'est en diminution depuis 20 ans, je crois, à peu près. Et je vais en profiter pour répondre à une question d'Alexis par écrit. Il me semble qu'il y a à peu près 800 clubs en France. Donc ça fait un certain nombre. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est possible. Et Après, au niveau de l'escrime ouais. artistique, alors je saurais pas dire exactement le nombre de licenciés, hein, pour être totalement honnête, je sais pas. Mais là, si je prends, par exemple pour notre club, tu dois avoir, je sais plus, je crois que ça représente à peu près 10% du club. Donc voilà, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup moins, forcément, enfin, c'est moins connu et puis c'est moins et puis même au-delà de ça, là par contre si on parle côté France, tous les clubs ne pratiquent pas l'escrime artistique et là faut voir, ça dépend. Nickel. On a retrouvé Maxime. Donc voilà, après Et, j'ai pas les chiffres pour les licenciés artistiques, mais bon, clairement il y en a moins et tous les clubs ne pratiquent pas. Faut se renseigner. il y avait 58 000 licenciés en 2013. Je viens de voir qu'il n'y en avait plus que 55 000 en 2020. Ah oui, d'accord. Donc pour 800 clubs. Beaucoup de Français dans le classement parce que c'est un sport pas très répandu à l'international. Ah non, c'est répandu à l'international, hein, Juste très bon. mais la France épée homme est la première nation du monde. Je pense qu'on peut le dire assez facilement avec ce classement. Avec ouais. Et épée homme, on est très très bon. Et en fait, c'est un sport qui est marqué par la tradition, qui est marqué par l'histoire. Et les grands pays historiques ont beaucoup dominé le classement. Les autres pays commencent à se faire un peu leur place. En tout cas, ils essayent. La Chine, à l'épée femme, devient très très forte pour une raison assez simple. Ils ont pris un entraîneur français. Donc forcément, Tout de ils, suite. ils sont venus, ils ont pris notre meilleur entraîneur, ils l'ont ramené chez eux. Donc ça marche mieux. L'Italie est très 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 forte au fleuret. C'est mais au fleuret, c'est dommage pour l'Italie, c'est que autant à l'épée homme en France, il y a à peu près que nous. Autant au fleuret, il y a l'Italie et la Russie qui sont en gros les deux monstres qui se partagent le classement
à eux deux. Il y a les États-Unis qui commencent à se faire leur place un petit peu avec le temps au fleuret homme. Au sabre, ça a longtemps été la Russie et la Hongrie. Et maintenant, il y a les pays, il y a la Corée du Sud qui est au sabre masculin, qui est à la Coupe du Monde 2017 à 2020. Et au sabre féminin, c'est pareil, c'est les pays de l'Est encore. Mais ouais, ça dépend au final, ça dépend assez comment ça s'appelle? Des catégories. Ouais. L'Italie est très forte au fleuret, la France est très forte à l'épée et les pays de l'Est sont très forts au sabre. Mais non, il y a tous les pays sinon qui font de l'escrime. Tous les pays ne gagnent pas parce qu'il y a les pays historiques qui sont encore là et qui ont qui ont leur histoire et qui ont le fait qui ont une certaine expertise en la matière. Donc, et un certain vivier. La France doit être un des pays avec le plus grand nombre de licenciés pour l'escrime, je crois. Donc voilà. Question suivante. Oui, bonsoir. Ah, je le savais. Vas-y. Je me demande une question pratique. Comment devient-on maître d'armes? C'est très compliqué. Tu suis une Alors, école de maître d'armes. ouais, en vrai, Basiquement. basiquement, ouais, t'as des formations et des écoles de maître d'armes. Après, pour ce qui est de la partie artistique, c'est un peu plus compliqué, mais c'est basiquement un peu pareil. Non, dans le sens où, bah, là, en l'occurrence, c'est le cursus que je suis en train de suivre actuellement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs paliers. Moi, par exemple, donc là, je suis animateur en escrime artistique et après, au-dessus, il y a le diplôme d'éducateur que je vais passer, enfin, que je vais peut-être passer l'année prochaine. Et après, il y a la possibilité d'obtenir un CQP et même au-delà de ça, après, il y a la possibilité d'aller plus loin jusqu'au niveau de maître d'armes. Mais bon, pour le maître d'armes, c'est forcément lié à l'escrime sportive. Ouais. Pour être maître d'armes en France, bon, déjà, t'as une école qui s'appelle le Centre national de formation à l'escrime, très original. Et faut être titulaire d'un brevet d'état d'éducateur sportif d'escrime. Tu dois pouvoir enseigner les 3 armes, donc fleuret, épée et sabre. Tu dois pouvoir enseigner l'escrime de spectacle et tu dois être capable d'enseigner l'escrime adapté aux personnes en situation de handicap. Voilà. Et ouais. Voilà. Eh bien, merci. Je pense c'est au tour de ma question écrite, hein, normalement. Normalement. Les clubs, on l'a fait. Le matériel coûte cher. Ah, Oui, on en la avait grande parlé question. on en avait parlé juste avant. Bah, vas-y. Je dirais un SMIC et demi. Alors, si tu veux un équipement qui soit utilisable en compétition, la veste coûte à peu près 200 €. Le pantalon coûte à peu près 200 €. La sous-cuirasse coûte à peu près entre 60 et 100 €. Le masque à l'épée coûte 200 € si tu veux qu'il soit pour pouvoir faire les compétitions de la fédération internationale. En tout cas
Ça, c'est les masques pour l'épée. Les masques pour le sabre coûtent peut-être même encore plus cher. Non, c'est pareil, c'est 200 euros. L'arme coûte entre 100 et 200 euros. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le gant coûte 25 euros, entre 25 et 50 euros. Les chaussettes, 50 euros. Les chaussettes, 20 euros. Qu'est-ce que j'ai oublié? La veste, le pantalon, le gant. Le câble coûte 25 euros. Et pour transporter tout ça, il te faut en général une housse parce qu'une épée, ça tient pas ça tient rarement dans un sac de sport classique. Et les housses, ça va entre 30 et 200 euros pour les plus grandes, et celles avec des roulettes qui sont des fois bien sympathiques. Et donc ça, c'est pour le matériel de base, sachant qu'en général, il te faut 3 armes. Donc tu multiplies l'arme par 3. Donc ouais, ça fait. Si tu veux avoir tout l'équipement à toi, c'est un budget, ouais. Alors c'est du matériel haut de gamme. Non, c'est du ouais, c'est là j'ai donné le prix. Il n'y a pas vraiment de matériel haut de gamme là. C'est le matériel que tu peux prendre, que tu dois prendre si tu veux faire des compétitions qui sont aux normes FIE. Donc qui sont pour être utilisées pour les compétitions internationales. Et je crois bien que les normes pour la fédération française sont les mêmes que pour la fédération internationale. Après, oui, si tu veux pas faire de la compétition, t'as pas besoin de prendre une veste 800 Newton, tu peux prendre une veste 350 Newton. Et donc là, c'est pas 200 euros la veste, c'est 100 euros. Mais voilà, l'épée, c'est entre 100 et 200 euros quand même. Donc voilà, et pour du matériel enfant, le matériel enfant coûte moins cher, oui. Mais en général, le matériel enfant est surtout prêté par le club. Et moi, je sais que même là, en tant qu'adulte, j'en fais. C'est mon maître d'armes qui prête mon équipement. Pour ce qui est de l'escrime artistique, hein, si on va faire les deux versants de la pièce, globalement, de C'est base, low cost. au-delà de l'inscription, donc de base, si tu vas dans un club, la plupart du temps, le club va avoir quelques armes de base qu'il prêtera pour les premiers cours, etc. Moi, le temps de ma première année, j'ai commencé à acheter vraiment du matériel à moi en fin d'année. Donc, entre guillemets, j'ai pris mon temps. Mais, tu as plusieurs choses. D'une, si tu commences à acheter ta propre rapière, ta propre épée, machin et tout, c'est des trucs qui vont être à vraiment les bas de gamme, on va dire, ça va être du 100 balles. Mais tu vas plus taper dans du 200, voire des fois 300 euros sur des trucs vraiment bien mastoc. Mais ça, c'est juste pour les armes. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous dans le club, on a aussi des costumes pour les représentations. Et là, les costumes dans les représentations, bah, c'est des trucs. Ça dépend, il y en a des plus ou moins chers, hein, évidemment. C'est comme tout, j'ai envie de dire. Donc, si on a envie juste de se faire plaisir, d'avoir un petit costume de base pour la représentation, une chemise, un gilet, des bottes, machin, et des gants, ça peut, voilà, on peut s'en sortir avec 100, 150 balles, juste pour le costume. Quoique non, parce que les bottes, c'est assez cher, donc on va monter jusqu'à 200, un peu plus de 200 balles. Par contre, si vous êtes comme moi ou comme un de mes collègues qui ont une espèce qui sont des espèces d'acheteurs compulsifs pour les costumes, vous allez en avoir pour beaucoup plus cher très rapidement. Et après, par exemple, si vous voulez faire du médiéval et comment vous commencez à vous acheter une cotte de maille, des morceaux d'armure, un bouclier, etc., ça peut très vite prendre une ampleur qu'on ne saurait pas forcément arrêter. Alors j'en suis pas encore à l'armure, mais il y a des chances que cette année je fasse un ou deux combats en médiéval, donc du coup je vais probablement racheter des trucs. Et effectivement, ça peut
En fait, l'avantage, on va dire, de l'escrime sportif, c'est que c'est un truc conventionnel, que tu sais ce que tu dois acheter. Et en général, moi, je laisserai Sinus répondre pour la question de l'usure par rapport à Clad. Mm. Mais globalement, voilà, on n'a pas besoin de le renouveler très souvent. En artistique, suffit qu'on ait envie un peu de se faire plaisir, d'avoir différents costumes et tout, ça peut très vite partir en vrille. Et coûter assez cher. Mais c'est pas obligé. Ouais, je te laisse poursuivre avec l'usure si tu veux, Sinus. Ouais. Je vais juste te faire une précision, c'est que si il vous venait à l'esprit d'acheter une épée pour faire de l'escrime sportive et de ne pas acheter de housse, d'aller à votre salle avec l'épée en main, sachez que c'est interdit. L'épée d'escrime est considérée comme une arme de catégorie D. Vous n'avez pas le droit de la déplacer sans motif et vous n'avez pas le droit de la déplacer sans protection. Voilà. Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais pour l'escrime artistique, évidemment, vous aurez la housse également pour transporter vos armes, étant donné que c'est des armes. Alors, je sais plus c'est quelle catégorie, mais de toute façon, ça va C'est dépendre. catégorie D aussi, c'est une arme blanche. Ouais, mais après, ouais, c'est vrai que de toute façon, elles sont non tranchantes ni rien. Enfin bref, donc oui, ça doit être catégorie D Non, mais aussi. même, c'est la Dans même tous les cas, catégorie, toutes les armes blanches. même principe, et avec une licence d'escrime artistique, on a le droit de les transporter en housse, mais on n'a pas le droit de les sortir dans d'autres cadres que des représentations. Et pareil, à Je sais l'escrime, pas. tu Pardon, n'as je pas t'ai le coupé, Sinus, excuse-moi. n'as pas le droit de les déplacer pour d'autres motifs que aller à ta salle ou aller à des compétitions. Et pour ce qui est de l'usure du matériel, alors l'usure, tu as 2 types, d'usure. Tu celle qui va être naturelle de l'épée, du fer qui va s'user, qui va se fragiliser avec le temps, qui va, à force d'être plié et cetera et qui va finir par casser. Heu, Combien de temps ça prend? Je sais pas, je crois qu'il y en a là où je pratique, l'escrime actuellement, il y en a un qui est, il est classé national, il est classé aux France mais je crois qu'il change d'arme tous les ans. La veste non, la veste tu l'achètes, la veste, le masque, elles sont faites pour résister à des forces qui sont 100 fois supérieures à celles nécessaires pour toucher. Donc tu fais pas un trou dans ta veste en général. J'ai jamais vu autant des épées qui se cassent, des embouts qui s'abîment, des câbles dans l'épée qui se sectionnent et donc il faut enlever la colle, les réparer, etc. J'ai vu autant euh, autant un trou dans la veste ou ce genre de choses, j'ai jamais vu. Donc voilà. T'avais une question, Alexis? Non, j'allais dire une bêtise, disant que moi j'avais vu un mec aujourd'hui, je pense que lui aussi il fallait le transporter dans une housse tellement il était baraqué, c'est une arme à lui tout seul. Mais c'était impertinent de te couper pour si peu. Ceci dit, je pense qu'on en a ma question écrite, hein. J'ai posé ma question sur les maîtres d'armes, après. Question idée. Après, choisissez, hein, je pense pas que toutes les questions sont pertinentes. Bah, Finalement, il en reste 2, t'inquiète. on en est à 2 heures de conf, on peut. En aller, compétition, chacun choisit son épée ou son tel super normé. Alors, tu choisis ton épée dans certaines limites. Elle doit pas faire plus d'1,10 m. Donc en fait, elle fait 1,10 m parce que prendre une épée qui est plus courte que celle de ton adversaire, c'est pas le move le plus intéressant à faire. Elle doit pas faire plus de 770 grammes pour l'épée. Pour le fleuret, c'est pas plus de 500 grammes. Et il y a sûrement une limite basse, mais ça, je ne sais plus. Mais après, t'as plusieurs types d'épées. Donc, j'ai montré, il y a plusieurs gardes possibles. Il y a, t'as ton embout, ta pointe, elle peut être en inox ou elle peut être en titane. Ta coque, elle peut être en inox ou elle peut être en titane. Donc voilà, t'as plusieurs choses qui peuvent varier, mais ton arme concrètement,
sa forme, c'est à peu près la même. T'as une protection aussi pour ta main à l'intérieur de l'arme. T'as un petit coussin qui là aussi peut être soit en cuir rembourré, soit être en feutre. Donc là aussi, ça apporte quelques petites modifications. Mais sinon, voilà, c'est des modifications qui sont à la marge et concrètement, t'as pas de grande différence entre les épées. Peut-être Zorin, je sais pas si la question est pertinente pour toi. Après, si les armes, elles ont une certaine. Enfin, en fait, c'est pas. En fait, bon, pour les compétitions du coup d'escrime artistique, parce que bon, pour les représentations, alors on essaie de garder des armes qui sont à peu près cohérentes historiquement parlant, c'est-à-dire qu'on va pas se ramener qu'une épée de course si on fait du médiéval, etc. On essaie de garder une certaine cohérence là-dessus. Et pour ce qui est des compétitions, il y a des normes au niveau de la sécurité, en fait, au niveau de la pointe, de l'épaisseur du tranchant, etc. Éventuellement de la dangerosité des quillons de l'arme. Donc les quillons, c'est la partie au-dessus de la main de la garde, la partie droite qu'il y a au-dessus. Donc pour éviter de mettre par mégarde un coup, je me suis déjà pris un coup de quillon, ça fait pas plaisir. Donc voilà. Et si, il y a une autre norme sur les armes. Et il y avait un super fabricant d'armes qui a fermé parce que il pouvait plus fabriquer et vendre ses épées pour la compétition parce que quand elles se cassaient pas net, elles se cassaient en biseau, qui faisait une pointe, ce qui était dangereux. Et donc ça maintenant c'est interdit. Mhm. Et euh, et donc voilà, il s'est retrouvé à fermer. Euh, Pourquoi on parle d'armes blanches? Je suis en train de Je te regarder. laisserai. J'en sais rien. Niveau compétition, il n'y a que des duels où il y a aussi l'équivalent des poussées, genre une sorte de balai juste pour la beauté des mouvements. En escrime sportive, il n'y a que des duels et les sortes de balais pour la beauté du mouvement, ça serait plutôt ce qui se rapprocherait de l'escrime artistique, je pense, Ouais, Zorin. totalement. L'escrime artistique, il y a des chorégraphies. Alors, enfin, après, alors je sais plus comment c'est foutu parce que je crois qu'en fait, même au niveau des catégories, c'est en fonction des périodes, mais pas en fonction du nombre de participants. Je sais plus. Le doute me vient, mais je crois pas que tu aies de différence que c'était que c'était 1 ou 15 participants. Bon, après, je me demande si t'as pas juste une limite haute, mais en soi, j'ai vu donc j'avais regardé un peu les rediffusions du championnat de France de l'année dernière. Il y a des groupes de 2, 3, 4 et 5, je crois pas. Mais voilà, il y a des groupes de différents. Et par contre, si on regarde des trucs un peu plus anciens, les championnats du monde d'escrime artistique de 2016, je crois. Ensuite, 2016, t'as des gros combats, enfin t'as des gros trucs un peu plus impressionnants où t'as jusqu'à une dizaine de personnes, je crois. Donc là, pour le coup, l'artistique, tu fais un peu ce que tu veux. Voilà. Euh, Tac, 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 tac. Question suivante. C'est autour de la question écrite d'Alexis. Non, je pense que. Bonsoir. C'est la question orale. Ah oui, Ah. ouais, C'est c'est la très important. question Vas-y, précédente. on t'écoute. Est-ce qu'il est toléré, je parle de l'escrime sportif principalement, puisque l'escrime artistique, Zorin, par sa photo, a répondu à ma question. Est-ce qu'il est toléré de sauter, que ce soit défensivement ou offensivement? Je crois que ça s'est vu, non? Euh, Artistiquement, oui, ça s'est vu, Zorin, mais Non, mais sportivement. même en sportivement, je crois que ça s'est déjà vu. Après, je sais pas si Attends. tu me diras, mais J'ai Ouais, l'impression que c'était très, très collé au sol, les pieds en général. Mais j'ai pas beaucoup regardé, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui le dit dans les règles ou... Je sais pas. on a perdu Sinus. Ah, tiens. il Voilà. recherche une image. Bah, autant répondre en photo. Non, 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 ça se fait complètement de sauter. Et à quel point c'est pertinent, selon toi, ou selon ce que tu sais, du moins? Tiens, encore plus probant.
À quel point c'est pertinent? Oui, là, en effet. Moi, j'ai jamais réussi à mettre une touche en sautant. J'ai jamais réussi à en esquiver une non plus. On va mettre ça sur le fait que je sois pas assez bon. Mais étant donné que là, c'est sur des compétitions internationales et qu'ils l'ont fait, je présume qu'il y a un intérêt. Honnêtement, je sais pas. Ça reste assez rare. Hein. Se baisser, ça se fait. Baisser, ça se fait. Mais sauter, ça reste assez rare et c'est pas le plus souvent. Bah, je me disais que pour des questions de sécurité, il pouvait y avoir une clause Non, ça entre guillemets légale sur le contact au sol, mais ok. Non. Tu peux complètement sauter, tu peux te baisser, tu peux sautiller, tu peux Mais moi, j'y escrime marcher sur place. parce que tu peux faire des roulades. Ouais, c'était ma question suivante, mais Alors, tu peux faire une roulade, mais je te rappelle mais que après, tu tu prends le câble dans les pieds. ouais, voilà, le câble est un peu gênant. Et, Ouais, il faut et je te apprendre les roulades avec le câble, quoi. et je te rappelle que qu'à l'escrime sportif, tu as quelqu'un en face qui attend qu'une seule chose, c'est de t'embrocher le. C'est pas faux. Voilà, Donc alors, tu peux essayer de faire une roulade, mais tu vas finir embroché, quoi. Tu peux tenter un nouveau type de salto. Il y a le salto avant, le salto arrière, et il y a le salto latéral pour que le câble te gêne pas. c'est ça. Ouais, mais le salto latéral, tu sors de la piste. C'est vrai. Ça marche Là, pas. vous avez une question un peu plus sérieuse d'Arcadie, les gars. Attends, je me permets juste de compléter par rapport au saut. À l'artistique, effectivement, le saut, comme vous avez pu le voir sur la photo que j'avais tout à l'heure, ça se fait. Après, ça se fait en action défensive. On n'enchaîne pas sur une action offensive en sautant, parce que c'est dangereux. Là, pour le coup, là où à l'escrime, tu pourrais, en escrime sportif, tu pourrais complètement enchaîner sur une action offensive. c'est même plutôt une action offensive, parce qu'étant donné que nous, le saut, c'est plus pour esquiver une attaque dans les jambes. Donc, du coup, tu vas pas enchaîner sur une action offensive. C'est très dangereux. Et effectivement, oui, j'ai vu la question d'Arcadie par rapport au salut de cours. Alors effectivement, c'est un truc qui se fait souvent et surtout qu'on fait quasiment à tous nos spectacles. Les saluts de cours, en fait, c'est quelque chose qui est repris de très longtemps et notamment tout ce qui est grand siècle. À l'époque grand siècle, il y avait des saluts qui se faisaient, des saluts à l'épée, le salut au roi, tout simplement. On sent que les saluts qu'on fait le plus souvent, nous, c'est des saluts Louis XIII, XIV et XV. Donc les trois se suivent assez proches. Et en fait, il y avait des saluts de cour qui étaient faits en salut au roi ou à des personnes de la haute noblesse. Où en fait, avec les armes, on effectuait ce salut. Alors, si vous voulez, je pourrais vous envoyer le lien de. Je crois qu'on peut en trouver certains sur YouTube, tout simplement. Et après, il existe aussi quelques saluts militaires. Bon, après le salut que je connais, il y a le salut mousquetaire. Alors, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Donc l'un des saluts mousquetaires ou le salut des cadets de Gascogne, qui est aussi pas mal fait. Et du coup, c'est un rituel, oui ou non. C'est aussi toute une notion de respect qui a été instaurée aussi lors de l'escrime et qu'on retrouve encore aujourd'hui. On salue son adversaire avant le début d'un combat, tout simplement. Et avant un duel, on salue son adversaire. Ça se fait toujours. Et ça se faisait à l'époque et c'était aussi à la manière d'une danse. Plutôt que de faire une danse, on fait un salut avec les armes. Voilà. Je sais pas s'il faut compléter ou pas. Je vais juste regarder si je retrouve la vidéo du salut. Y a-t-il des catégories, genre par poids, comme dans la boxe? Mais attends, il y a Arcadie qui est. Ouais, Je vais du te coup, laisser. le roi, c'était un groupe qui faisait comme vous, un groupe en spectacle, ou c'était individuel? Là, pour le coup, je sais pas exactement, mais à mon avis, les deux devaient exister. Je pense que au niveau des saluts de cours, tu pouvais avoir les deux. C'est-à-dire que je pense que les fois où le roi devait débarquer dans une pièce et qu'il y avait déjà pas mal de monde, tu pouvais éventuellement faire un rassemblement des personnes présentes pour faire un salut. Et éventuellement, si quelqu'un arrive dans la salle où est le roi, ça pouvait arriver, mais je pense que c'était plus lors de cérémonies ou quelque chose comme ça. Du coup, ça, à mon avis, c'est plus du groupe. Et donc, du coup, faut être synchro. Et ça, c'est pas facile. Surtout quand on regarde les photos après coup. Salut Louis XIV, moi c'est celui que je préfère. Hop, voilà. Ah oui, sachant que les saluts, ils existent à une et deux armes à chaque fois, donc avec Bah oui. rapière et rapière dague.
Voilà, s'il y en a qui veulent jeter un coup d'œil au Salut Louis XIV. Après, si vous tapez Salut Louis XIII, vous aurez aussi la version Louis XIII sur YouTube. Voilà. Question suivante. Y a-t-il des catégories, genre parfois comme dans la boxe, parce qu'en fonction de la taille, l'avantage est certain, non? Effectivement, en fonction de la taille, l'avantage est certain. Mais il Et il n'y a pas de catégorie. Les seules catégories qu'il y a, c'est homme-femme. Donc, quand tu es comme moi et que tu étais pas très très grand quand tu étais plus jeune, et que en face, ils faisaient déjà tous 1m60, 1m70, et bah tu te faisais éliminer au premier tour de la compétition. Voilà. Mais non, il y a pas de catégorie, et oui, la taille est un avantage certain. Enfin, après, c'est un avantage, mais c'est un avantage que plus tu es dans plus tu es dans les haut niveau, moins l'avantage se voit. Parce que la technique compte plus que la taille, entre autres. Que les déplacements se comptent plus que la taille, la stratégie, la tactique compte plus que la taille après. Mais ça reste un avantage, oui. C'est pas la taille qui Là, compte. Il reste une question d'Alexis. là, par exemple, là, Gauthier Grumier, donc, qui est un des plus grands champions de France, un des plus grands champions sur les 20 dernières années, il fait quand même 1m90, quoi. Donc, ils sont pas petits. Je sais il y en a un qui était dans l'équipe de France et qui a été mon maître d'armes un temps, qui faisait 2 mètres et quelques. Donc, ils sont pas des escrimeurs d'1m70, j'en connais pas. La façon dont on porte une arme dépend-elle uniquement de celle que l'on utilise ou doit-on aussi s'adapter selon une façon de jouer? La façon dont on porte une arme en escrime sportif, ça dépend de plusieurs choses. Effectivement, déjà de l'arme, si tu es un épée et fleuret se porte de la même façon, mais le sabre ne se porte pas de la même façon parce que elle a une coque, le sabre a une coque particulière. Et ensuite, ça dépend de ta crosse, suivant si tu as une crosse droite ou une crosse orthopédique. Enfin, une poignée crosse plutôt, ou une poignée droite. Et, et donc là, en fonction de ta poignée crosse, toutes les poignées crosse se tiennent pas de la même façon. Ta poignée droite, tu peux la tenir plus ou moins près de ta coque, en fonction de si tu veux gagner quelques centimètres ou si tu préfères au contraire avoir un meilleur maintien de ton arme. Donc voilà, ça dépend de plusieurs choses, la façon dont tu tiens ton arme. Arcadi, du coup, dans la vidéo, il parle aussi des dames pratiquant les armes. C'était vraiment courant à l'époque. Je sais pas, Zorine, tu as peut-être une réponse? Pardon, excusez-moi. Donc oui, effectivement, non, l'époque, c'était pas du tout. Non, je suis toujours là. J'étais en train de regarder un truc, enfin de vérifier un truc plutôt. Non, effectivement, donc les femmes qui pratiquaient l'escrime à l'époque, c'était pas du tout courant. C'est là pour le coup, on retrouve quelques noms. J'en avais retrouvé une fois, en cherchant un petit peu, j'avais retrouvé quelques noms de femmes qui étaient réputées pour être de bonnes duellistes. Donc ça existait, mais déjà d'une, c'était très mal vu. L'époque oblige, hein, que voulez-vous? Et en plus de ça, ben,
vu que la plupart des femmes se baladaient en robe, se battre en robe. Alors ça se fait, hein, parce que je veux Ça dire, dans se la fait. plupart des J'en ai vu des représentations. représentations. Ah mais tout à fait, hein, dans toutes les représentations d'escrime, il y a au moins la moitié des femmes, voire plus, qui sont en robe et qui se battent très bien avec. Mais c'est pas pratique quand même. Et surtout, elles portaient pas les armes, en fait, tout simplement, en fait. C'est même au-delà de ça, les femmes ne portaient pas d'armes. Donc voilà, c'était pas du tout une pratique effectuée pour les femmes. Voilà. Mhm. Désolé pour les féministes éventuellement présents. En escrime sportive, on a des représentations de femmes qui pratiquent l'escrime. Je crois à peu près depuis le début, enfin depuis le début non, mais depuis que c'est officiel, depuis le XXe siècle, je crois. Il me semble avoir vu des représentations de femmes. Oui, il y en a. Pour en avoir vu, ouais, j'en ai vu. Ouais, voilà. Tac. Tiens, voilà, ça c'est une affiche pour les Jeux 1900. D'autres questions là? Bah, à moins Je ne peux pas décider au cours d'un match de porter mon arme différemment, le manche à l'envers par exemple. Non, parce que déjà le manche à l'envers, le manche est fait pour être tenu dans sa main d'une certaine façon, donc si tu le prends à l'envers, c'est pas agréable et c'est pas efficace. Par contre, tu peux décider, par exemple, si tu as une poignée cross, tu peux pas changer la façon dont tu prends une poignée cross. Une poignée cross, ça se tient d'une certaine façon et c'est tout. Par contre, ta poignée droite, tu peux au cours du combat décider de la prendre plus ou moins près de ta coque. Ça peut se faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est l'heure de ta question écrite, Alexis? Oui, c'est précisément l'heure de ma question écrite et ma prochaine question orale attend bien de chaud. Il existe des grands champions super connus comme Teddy Riner au judo ou un Federer au tennis. Je sais pas, vous en connaissez? Alors moi qui pratique l'escrime artistique, je dois avouer que je suis une tanche totale et je connais pas les d'escrime. Déjà, il y en a une que tout le monde connaît normalement maintenant. Il y a Flessel qui était ministre des Sports, qui était porte-drapeau des JO en 2012. Qui sont très connus au sein de l'escrime, au sein des personnes qui suivent l'escrime, oui, il y en a. Qui sont très connus autres que en dehors de la sphère de l'escrime, je ne sais pas. Ouais, non, qui sont connus autres qu'au sein de la sphère. Je ne sais pas. Là, comme ça, je peux. Au fleuret, il y a Vezzali, qui est une Italienne qui a gagné 11 fois la Coupe du Monde individuelle de fleuret. Pour donner une idée, là, bon, évidemment, avec 11 fois, elle est recordwoman du nombre de fois où elle a gagné. La deuxième, elle en a gagné 5. Donc voilà, il y en a. Et pourtant, je ne suis pas sûr que Vezzali, ça parle à beaucoup d'entre vous. Elle a gagné 11 fois. La première fois qu'elle a gagné, c'est 96 et la dernière, c'est 2010. Et si je regarde les JO,
Ce blanc me dérange. C'est Ça dérange, effectivement. j'ai Ah, besoin mais d'un les Là, intervenant pour meubler. bah, c'est là cher. pour finir, Vezzali aux Jeux Olympiques, elle a gagné 2000, 2004 et 2008, ce qui est pas mal. Elle fait deuxième en 96, elle fait troisième en 2012. Elle gagne par équipe en 96, en 2000 et elle fait troisième par équipe en 2012. Donc on est sur du niveau au sein de l'escrime, ça pèse un petit peu et pourtant je suis pas sûr qu'en dehors du cadre de l'escrime ça parle beaucoup. Donc voilà, qui sont connus au sein de l'escrime ou des grands champions au sein de l'escrime, oui, qui sont connus, bof. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et du coup, Oui, c'est- je te Et du remercie. coup, une autre question? Bonsoir. Je le savais. Vas-y. Je me demandais, il y a un certain nombre de sports pour lesquels on sait qu'ils ont, enfin qu'il y a lors des compétitions notamment, une tendance au fair play assez incroyable et je me demandais ce qu'il en est de l'escrime. Je me doute que pour l'escrime artistique, l'idée n'étant pas de combattre et même s'il y a des... je sais même pas si on parle de combat d'ailleurs pour l'escrime sportif, mais... Ah si, tous les termes sont repris. En fait, la seule grosse différence que tu as, c'est que tu parles de partenaire et pas d'adversaire. Alors, Voilà, et du coup, je sais pas s'il y a vraiment de notion de fair play, mais je me demandais à quel point l'escrime est un sport fair play, comme on peut le voir dans d'autres sports, que ce soit à bas ou au haut niveau. C'est plutôt un sport fair play. En cas de non fair play, tu peux être passible comment ça s'appelle, de carton noir. Carton noir qui, on l'a vu tout à l'heure, est passible, qui est une exclusion de l'épreuve. Et donc le carton noir est donné entre autres en cas de faute contre l'esprit sportif, en cas de refus du salut de l'adversaire, de l'arbitre, du public avant le commencement du match ou après la dernière touche, en cas de brutalité intentionnelle, en cas de refus d'un tireur de rencontrer n'importe quel autre tireur régulièrement engagé. Et après, c'est les classiques en cas de triche. En cas de récidive, de combat non loyal, en cas de comportement antisportif, en cas de récidive de comportement antisportif, c'est également carton noir. Donc voilà. Donc ouais, le fair play et le respect de l'adversaire fait partie des choses assez importantes. C'est un fair play dictatorial quand même, mais... T'es fair play ou t'es puni. Bah C'est un peu un fair play inclus dans les règles, quoi. C'est pas un fair play naturel par l'esprit du sport, c'est dommage. Bah en fait si, parce que mon perso généralement j'ai jamais vu de personne se prendre un carton noir, mais Oui. Parce qu'ils savent qu'il y a le risque, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Non, pas forcément non, parce que c'est quelque chose qu'on t'apprend en fait. Moi j'en fais depuis que j'ai commencé à 5-6 ans. Dès 5-6 ans, on t'apprend à même si tu perds ton duel, tu vas serrer la main de ton adversaire à la fin, tu le salues. Donc c'est quelque chose qui est complètement dans le sport et Ok. oui, il y a une réglementation autour du fair play évidemment, mais c'est comme dans tous les sports, un refus de salut au judo, c'est pareil. Oui, mais c'est là-dessus que je me pose la question de la pertinence. Enfin, disons que je suis toujours humainement déçu de me dire qu'on est obligé de réglementer le fair play. Pour moi, le principe du fair play, c'est qu'il ne devrait pas être réglementé, mais être dans l'esprit même de l'échange, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Après, si je joue au Monopoly, il y a intérêt que je gagne, tu vois.
Soyons clairs, hein, mais Mais c'est pas du ouais. sport. Mais non, oui, il est réglementé, mais ouais. Là, comme ça, le seul souvenir que j'ai de quelqu'un qui a vraiment eu un manque de fair play et qui a du coup été sanctionné, c'est en compétition, quelqu'un qui a jeté son masque après avoir perdu et avoir refusé de saluer son adversaire et qui s'est pris carton noir, exclusion de la compétition. Bon, vu qu'il venait de se faire éliminer, forcément, la pertinence de l'exclusion est limitée. Je l'ai vu aussi sur un entraîneur qui ne qui contredisait l'arbitre et qui s'est pris carton noir. Et donc là, c'est l'entraîneur qui exclut la compétition. Ok. Vous avez une question sur la durée moyenne d'un match, les gars, et le plus long duel en compétition moderne. À 23h35 aujourd'hui même, à l'écrit. Un duel, c'est 3 fois 3 minutes avec 1 minute de pause entre chaque manche au maximum. Ça, c'est quand tu es en solitaire, en individuel. Et sinon, par équipe, c'est 9 fois 5 minutes. 9 fois 3 minutes, pardon. Et donc là, voilà, c'est 9 fois 3 minutes avec non, il n'y a pas de pause entre chaque, parce que vu que tu changes de relais tu changes de personne entre chaque manche, il n'y a pas de pause, c'est juste 9 fois 3 minutes. Et quel a été le duel le plus long en compétition moderne? C'est d'arriver au bout des 3 fois 3 minutes. Alors, tu fais 3 fois 3 minutes, tu arrives au bout, tu es à égalité, tu rajoutes 1 minute de comment ça s'appelle? Prolongation. De mort subite. Ah. Donc c'est 3 fois 3 minutes plus 1 minute. 10 donc. Et le comportement antisportif, ouais, c'est tu jettes ton masque à la fin d'un combat, par exemple. Ton refus de saluer ton adversaire. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Évidemment, vas-y. Je me demandais, au niveau de l'escrime sportive, Ouais. puisque la réponse est assez évidente pour l'escrime artistique, tu viens justement d'en parler, et c'est fou parce que ta transition était monstrueusement extraordinaire. Comment on fait quand il y a égalité? Non, Non, même mais pas. n'anticipe pas mes questions. Non, tu parlais de matchs individuels ou par équipe. Je me demandais, est-ce qu'il est arrivé, est-ce qu'il y a des modes de jeu, entre guillemets, où l'escrime se pratique à plusieurs, à plus que deux sur le terrain, à plus que du 1 contre 1. Je veux dire, à plusieurs en simultané, par exemple du 2 contre 2. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça existe? En compétition officielle, non. Ouais, ça se fait dans d'autres, en compétition non officielle, les matchs de rue. Moi, j'ai vu ça. C'est plus vraiment de l'escrime, mais c'est le ludo-escrime. Et où c'était sur un grand carré. Et c'était un truc genre 10 contre 10. Et t'as deux épées. Mais c'est pour les jeunes. Ça. T'as deux épées en plastique et tu dois toucher le. Et du coup, tu cherches à éliminer les autres en touchant leur plastron. Mais ouais, mais ça c'est pour les jeunes, c'est pas. Mais sinon, mais sinon, non, en escrime officiel.
Sur l'escrime officielle, non. Ok, merci. Ok, parlons chiffres. Le champion du monde de la discipline gagne combien? J'en ai aucune idée. Mais alors là, je suis même en train de me... Ah, pour le coup, l'argent tout de suite. Hmm. À mon avis, ce sera moins qu'un footballeur. En ce temps que tu cherches, je sais pas s'il reste une question. Non, plus rien. Alexis? Non, on t'a perdu? Non, j'attendais la réponse éventuelle Ça de marche. Sinus. Je sais pas, je vois qu'il est en train de galérer, donc en attendant. Non, j'avoue que. Non, mais après, sinon, on peut dire qu'on a Bonsoir. récupéré un peu de la. À quel point mes bonsoirs semblent pertinents ce soir. Ils étaient tous similaires. Moi, c'est ça que je trouvais ça. Ouais. Alors pour le salaire, là j'en ai un pour un sabreur. Alors il est pas champion du monde, mais il fait du haut niveau. Et il est devenu personnel civil de la défense, bénéficiant d'un contrat destiné à des sportifs de haut niveau. Il est payé 1 300 € par mois. Voilà. Eh bien, faites prof, hein. Voilà. En fait, prof, ça rapporte plus que de devenir champion du monde. Non, il est pas champion du monde, mais ouais. Ouais, quand t'es champion du monde, tu gagnes un peu plus parce que t'as les prix de tes championnats du monde. Euh, Ouais, mais comme tu as mais dit que Lyon le coûtait un salaire, fric. le salaire de base quand tu es escrimeur, c'est comme pour les autres, c'est comme c'est comme pour les autres sports peu médiatisés où tu as peu de sponsors, etc. et où du coup tu es employé par l'armée. Et donc tu es payé au SMIC, ce qui a l'avantage de te permettre d'assurer un revenu, ce qui est déjà ça. Mais du coup, ouais. Tu gagnes pas, tu vas pas gagner des 1000 et des 100 avec l'escrime. Ça fait pas partie des sports qui rapportent. Même si c'est un sport qui est un petit peu médiatisé. T'as toujours quelques-uns. T'as Flessel qui devait gagner un petit peu parce qu'elle avait des contrats de sponsoring aussi, mais voilà, c'est l'exception, quoi.